Chapitre 1. Les fondations se fissurent. Thomas Hartwell avait bâti son empire à partir de rien, une entreprise de construction qui s'était développée à partir d'un simple camion pour devenir une flotte d'équipements valant des millions. À 42 ans, ses mains burinées et ses yeux gris acier racontaient l'histoire d'un homme qui s'était tiré de la pauvreté grâce à sa détermination et à sa cruauté calculée. Il avait appris très tôt que la clémence était une faiblesse, et que la faiblesse était mortelle dans son monde. Jennifer, sa femme depuis 18 ans, avait autrefois admiré cette qualité. Elle l'avait rencontré alors qu'il n'était qu'un simple contremaître aux mains calleuses et aux rêves ambitieux. À l'époque, elle était hygiéniste dentaire, avait les cheveux blonds miel et un rire qui pouvait illuminer une pièce. Ils avaient construit quelque chose ensemble. 2 enfants, une immense maison en banlieue, et ce que tout le monde prenait pour le rêve américain parfait. Mais la perfection, Thomas l'avait appris, n'était qu'une illusion. La première fissure est apparue 6 mois plus tôt, lors de la fête des 16 ans de leur fille Lucie. Thomas avait remarqué que le téléphone de Jennifer vibrait constamment, qu'elle disparaissait pour répondre aux appels, prétendant qu'il provenait de son club de lecture ou de son professeur de yoga. Il l'observait attentivement, comme il observait les sous-traitants qui cherchaient peut-être des matériaux. Quelque chose clochait. « Papa, tu me dévisages encore », avait dit Kyle, 17 ans, ce soir-là, en captant le regard intense de son père qui suivait Jennifer à travers le jardin, s'assurant simplement que tout se passait bien. Thomas avait répondu, mais l'expression gênée de son fils lui indiquait que le garçon avait lui aussi perçu l'attention. Lucie, pétillante et confiante à 16 ans, restait inconsciente de la tempête qui se préparait. Elle adorait ses 2 parents de la même manière, partageant son temps entre aider Thomas sur les chantiers et faire les courses avec Jennifer. Elle avait le rire de sa mère, mais l'intelligence vive de son père, une combinaison dangereuse qui faisait d'elle la favorite secrète de Thomas. La deuxième crise survint lorsque Thomas installa un logiciel de suivi sur les ordinateurs familiaux. 20 ans dans le bâtiment lui avait appris à tout vérifier, à ne rien croire et à toujours avoir une stratégie de sortie. Ce qu'il découvrit dans l'historique de navigation de Jennifer et dans ses emails supprimés dressa un tableau qui lui glaça le sang. Son amant n'était pas une liaison fortuite. C'était le docteur Miguel Torres, le pédiatre de Lucie. Un homme à qui Thomas avait serré la main, invité à des barbecues, confié la santé de sa fille. Les horodatage montraient que la liaison durait depuis plus d'1 an, avec des plans détaillés et des messages intimes qui lui faisaient serrer la mâchoire, empreint d'une rage à peine contenue. Mais Thomas Hartwell n'avait pas survécu au monde impitoyable de la construction en agissant sur un coup de tête. C'était un planificateur, un stratège. Si Jennifer voulait jouer à des jeux, il s'assurait de gagner définitivement. « Tu sembles distante ces derniers temps », avait dit Jennifer un soir, blottie contre lui dans son lit. Son contact était comme du poison sur sa peau, mais il s'efforça de garder son calme. Juste le stress du travail. Le projet Morrison est en retard. Il mentait avec aisance. En réalité, il avait consulté le meilleur avocat spécialisé en divorce de l'État, des experts comptables et des détectives privés. Si Jennifer pensait pouvoir détruire sa famille et repartir avec la moitié de l'œuvre de sa vie, elle allait bientôt apprendre qui elle avait épousé. On devrait peut-être prendre des vacances en famille, s'éloigner de tout, suggéra-t-elle, ses doigts traçant des motifs sur sa poitrine. Thomas sourit dans l'obscurité. En fait, ce n'est pas une mauvaise idée. Et le chalet? Je n'y suis pas allé depuis des mois. Le chalet? L'ancien pavillon de chasse de son grand-père, dans les montagnes, isolé et reculé. L'endroit où Thomas avait appris à tirer, à chasser, à comprendre que parfois la violence était la seule solution à certains problèmes. Où il avait décidé, même enfant, qu'il ne serait jamais aussi faible que son père, un homme qui s'était laissé abattre par la vie jusqu'à se saouler à mort. Les enfants adoraient ça, acquiesça Jennifer. Et Thomas pouvait presque entendre le soulagement dans sa voix, pensant probablement qu'un voyage en famille le ferait dévier de sa piste. 3 semaines plus tard, Thomas recevait l'appel qui allait tout changer. Chapitre 2. Le dénouement. Thomas examinait des plans dans son bureau lorsque son téléphone sonna, un numéro inconnu. La voix à l'autre bout du fil était déformée, électronique, comme sortie d'un cauchemar. Votre chalet, maintenant. Les gens que votre fils avait évoqués. La ligne fut coupée. Sans hésiter, Thomas attrapa ses clés et courut vers son camion. Le chalet était à 90 minutes de route les bons jours, mais il y arriverait en 60. Quelque chose dans cette voix, froide, menaçante, réveilla tous les instincts protecteurs qu'il avait développés au cours de 4 décennies de vie difficile.
Son esprit s'emballa tandis qu'il poussait le compteur au-delà de 160 km/h. Kay avait demandé à emmener des amis au chalet le week-end dernier. Thomas avait accepté, pensant que ce serait bien pour le garçon d'avoir un peu d'indépendance. Mais quels amis? Et pourquoi cette voie était-elle si menaçante? Les routes de montagne sinueuses se brouillèrent tandis que des fragments de souvenirs refirent surface. Kay avait un comportement étrange ces derniers temps, nerveux, secret, évitant le contact visuel. Jennifer avait balayé cela d'un revers de main, comme un comportement typiquement adolescent, mais Thomas avait remarqué les mains du garçon trembler alors qu'il pensait que personne ne le regardait. Il y avait aussi les appels téléphoniques que Kyle recevait à l'extérieur. Des conversations qui s'arrêtaient brusquement à l'approche de quelqu'un. 45 minutes plus tard, le camion de Thomas s'arrêta brusquement devant le chalet. Son cœur battait la chamade en voyant la voiture de Jennifer déjà là, et Kyle debout à ses côtés. Tous deux postés comme des gardes devant la porte du chalet. « Papa, tu ne peux pas !» s'écria Kyle à l'approche de Thomas, la voix brisée par le désespoir. « Ils ne sont pas humains !» hurla Jennifer, le visage blême de terreur. Mais il y avait autre chose dans son expression. La culpabilité, la honte et la peur qui dépassaient ce qui se passait à l'intérieur. « Ils nous ont obligés à les regarder faire. »« À ta fille » poursuivit-elle. Et ces mots frappèrent Thomas comme un coup de poing. « Lucie, sa douce et innocente Lucie. Écarte-toi de mon chemin. » grogna Thomas. Mais Kyle s'avança, les larmes aux yeux. « Papa, s'il te plaît, tu ne comprends pas. » Thomas n'hésita pas. Il avait appris à son fils que le respect se gagnait par la force. Et à cet instant, Kyle se tenait entre lui et Lucie. Il repoussa le garçon avec suffisamment de force pour l'envoyer valdinguer, puis enfonça la porte de la cabine dans un bruit de tonnerre. La scène à l'intérieur le hantrait à jamais. Lucie était assise dans un coin, vivante, mais transformée. Ses vêtements étaient intacts, mais ses yeux brillants et confiants, étaient creux, distants. Autour d'elle se trouvaient 3 hommes que Thomas n'avait jamais vus auparavant, tous arborant des masques identiques, presque reptiliens. Mais ce qui le glaça, ce n'était pas leur apparence. C'était le matériel vidéo installé dans la pièce, les caméras, les lumières, et sur l'un des ordinateurs portables, une diffusion en direct avec des centaines de spectateurs et des messages de chats défilant, en temps réel. La vision de Thomas devint rouge. D'un mouvement fluide, il saisit le fusil de chasse de son support mural et le chambra. Les silhouettes masquées se tournèrent vers lui, mais aucune peur ne transparaissait dans leurs mouvements, seulement un calcul froid. « Éloignez-vous de ma fille », dit Thomas d'une voix d'un calme mortel. C'est alors qu'il remarqua le détail le plus affreux. Le sac à dos de Kyle dans un coin. De l'argent éparpillé tout autour, et la voix de son fils, à l'extérieur, hurlant quelque chose à propos de paiement et d'horaire. Son propre fils avait vendu Lucie à ces monstres. Chapitre 3. La tempête parfaite. La police est arrivée 20 minutes après l'appel de Thomas, mais les hommes masqués s'étaient déjà envolés comme de la fumée. Le matériel vidéo était resté, ainsi que suffisamment de preuves pour dresser un tableau à rendre dégoûtés, même les détectives les plus aguerris. Ce qu'ils ont trouvé sur les ordinateurs n'était pas seulement local. Cela faisait partie d'un réseau sophistiqué qui fonctionnait depuis des années. L'inspectrice Rosa Martinez, une vétérane de 15 ans, au regard bienveillant et à la détermination d'acier, a pris Thomas à part pendant que l'équipe de la scène de crime travaillait. « Monsieur Hartwell, je dois vous poser des questions difficiles. » a-t-elle dit doucement. « Saviez-vous que votre fils était impliqué dans cette affaire ?» Thomas a serré la mâchoire. « Je suis encore en train de digérer cette information. L'argent que nous avons trouvé suggère qu'il a été payé pour ramener votre fille ici. Les preuves numériques montrent que ce n'était pas la première fois qu'il entrait en contact avec ces individus. » Par la fenêtre de la cabine, Thomas observait Kyle assis dans une voiture de police, qui ne pleurait plus. Le visage du garçon était devenu vide, presque provocateur. Jennifer faisait les 100 pas à proximité, discutant avec un autre policier à propos d'avocats et de droit constitutionnel. Pas pour Lucie, mais pour Kyle. « Et ma femme ?» demanda Thomas. L'inspecteur Martinez consulta ses notes. D'après les interrogatoires préliminaires, elle et votre fils sont arrivés ici ensemble environ 1 heure avant vous. Elle prétend être venue pour mettre fin à ce qui se passait, mais elle a hésité. Mais quoi? Monsieur Hartwell, nous avons trouvé des SMS entre votre femme et votre fils remontant à plusieurs semaines. Elle savait ce qu'il préparait. La trahison l'a frappé comme un coup de massue. Non seulement la cupidité et les idées tordues de Kyle, mais aussi la participation volontaire de Jennifer.
Sa femme, la mère de ses enfants, avait contribué à orchestrer la destruction de Lucie. Ce n'est pas tout. Martinez poursuivit. Nous pensons que la relation de votre femme avec le docteur Torres est liée à ce réseau. Il fait l'objet d'une enquête fédérale depuis 3 mois. Thomas sentit une sensation de froid et de certitude s'installer dans sa poitrine. La rage était là, brûlante comme de l'acide, mais en dessous se cachait l'esprit calculateur qui avait bâti son empire à partir de rien. Jennifer et Kyle avaient déclaré la guerre à sa famille. Ils avaient utilisé Lucie comme une arme contre lui. Ils ignoraient totalement à qui ils avaient affaire. « Inspecteur Martinez, dit Thomas d'une voix calme, je tiens à être très clair sur un point. Je coopérerai pleinement à votre enquête. Je veux que ces animaux soient arrêtés et poursuivis avec toute la rigueur de la loi. Je suis heureux de l'entendre, Monsieur Hartwell. Mais je veux aussi que vous compreniez que si le système judiciaire laisse tomber ma fille, si ces gens sont libérés grâce à des détails techniques ou à des accords de plaidoyer, je m'occuperai de cette affaire moi-même. » Martinez observa son visage un long moment. « Monsieur Hartwell, je ne peux pas. Je ne vous demande pas votre permission, » interrompit Thomas. « Je vous dis que la sécurité et la justice de ma fille passent avant tout. » Tout. Plus tard dans la nuit, alors que Lucie dormait profondément sous sédatif à l'hôpital, Thomas était assis dans son camion devant leur maison. Kyle était en détention pour mineur en attendant son inculpation. Jennifer séjournait chez sa sœur, prétextant avoir besoin d'espace pour digérer ce qui s'était passé. Mais Thomas connaissait la vérité. Elle était avec Torres, planifiant probablement leur prochain coup, peut-être même se préparant à fuir l'État. Il pensait avoir gagné quelque chose en détruisant Lucie. Il pensait l'avoir brisée. Ils allaient apprendre la différence entre blesser Thomas Hartwell et en faire leur ennemi. Il sortit son téléphone et appela Billy ROR, un vieil ami de l'armée qui dirigeait désormais une société de conseil très spécialisée. « Billy, c'est Thomas. Tu te souviens de ce service que tu me dois? Je suis prêt à l'encaisser. » Chapitre 4. La chaîne révélée. 2 semaines après l'incident de la cabane, Thomas était passé du statut de père endeuillé à celui de chasseur méticuleux. Son entreprise de construction continuait de tourner à merveille. Il l'avait construite pour fonctionner sans surveillance constante. Alors qu'il se concentrait entièrement sur la collecte de renseignements sur le réseau qui avait ciblé Lucie, Billy ROR s'est révélé d'une aide précieuse. Cet ancien agent des forces spéciales, aux cheveux grisonnants, avait passé la dernière décennie à errer dans les zones grises, entre le légal et le nécessaire, et ses contacts étaient nombreux, tant dans les milieux policiers que dans les milieux moins recommandables. « Votre garçon, Kyle, n'a pas été recruté au hasard, » expliqua Billy lors de leur rencontre dans un restaurant en périphérie de la ville. Ce Torres manipule les familles depuis des années. Il cible les enfants de familles aisées, généralement en difficulté conjugale. Un modèle classique de prédateur. Thomas remuait son café méthodiquement. Combien de familles? Au moins 12, ce que nous pouvons confirmer. Les fédéraux montent un dossier RICO, mais cela prendra des années. Ces gens savent comment brouiller les pistes. Et le visage de ma femme, Billy, s'assombrit. Elle fournissait à Torres des informations sur Lucie depuis plus d'1 an. Visite médicale, emploi du temps scolaire, évaluation psychologique, tout ce dont il avait besoin pour la considérer comme une cible. La révélation frappa Thomas comme un éclair. Jennifer n'avait pas seulement trahi leur mariage. Elle avait activement participé au ciblage de leur fille. La femme avec qui il partageait le lit depuis 18 ans planifiait la destruction de Lucie, tout en préparant le petit déjeuner et en lui demandant comment s'était passée sa journée. « Il y a autre chose, » continua Billy. Torres a tout enregistré. Pas seulement les enfants, mais aussi les parents. Du chantage. Votre femme et votre fils sont tous deux sur ces enregistrements. Et d'après ce que ma source m'a dit, ils ne sont pas victimes. La main de Thomas serra sa tasse de café jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Où sont ces enregistrements? C'est là que ça devient intéressant. Torres conserve tout sur des serveurs cryptés, mais il est paranoïaque au sujet des preuves numériques. Les vraies polices d'assurance, celles qui pourraient détruire des juges, des politiciens, d'autres clients importants, sont conservées sur des disques physiques dans une planque où Billy a glissé un morceau de papier sur la table. L'adresse y est. Mais Thomas, cet endroit n'est pas qu'un simple entrepôt. C'est opérationnel, actif. Thomas a étudié l'adresse, l'a mémorisé. Combien d'autres personnes comme Lucie en ce moment? 3 enfants que nous connaissons. Le plus jeune a 14 ans. Une pensée froide et définitive s'installa dans la poitrine de Thomas. Le système judiciaire était trop lent,
trop encombré de procédures et de protections constitutionnelles que ces monstres exploitaient. Pendant que les avocats se disputaient au sujet des mandats de perquisition et des garanties procédurales, des enfants étaient massacrés. J'ai besoin de plans, de détails sur la sécurité, d'horaires de patrouille, dit Thomas doucement. J'y travaille déjà, répondit Billy. Mais Tom, une fois que tu as franchi cette limite, je l'ai franchie dès qu'ils ont touché ma fille. Ce soir-là, Thomas rendit visite à Lucie à l'établissement psychiatrique privé où elle était en convalescence. Elle était éveillée, alerte, mais il y avait un vide dans son regard qui le blessait plus profondément que n'importe quelle blessure physique. « Papa, dit-elle doucement lorsqu'il entra dans sa chambre. « Salut, ma chérie. » Il s'assit près de son lit, veillant à ne pas bouger trop vite. Les médecins l'avaient prévenu que des mouvements brusques pouvaient déclencher des crises de panique. « J'avais confiance en Kyle, murmura-t-elle. Il a dit qu'on allait juste passer du temps avec ses amis. Je pensais que ce serait sympa. » Thomas sentit ses poings se serrer, mais il garda une voix douce. « Rien de tout ça n'est de ta faute, Lucie. Pas du tout. Maman n'arrête pas d'appeler. Elle veut nous rendre visite. » Mais la voix de Lucie s'éteignit. « Mais quoi, ma puce? » Elle savait, n'est-ce pas? Pour Kyle, pour ce qu'il préparait. L'intelligence de Lucie, la perspicacité de son père avaient rassemblé les pièces du puzzle malgré son traumatisme. Thomas n'avait jamais menti à sa fille, et il ne commencerait pas maintenant. Oui, elle le savait. Lucie hocha lentement la tête, comme pour confirmer ce qu'elle soupçonnait déjà. « Je ne veux pas la voir. Tu n'es pas obligé de voir quelqu'un que tu ne veux jamais voir. » Et Kyle? Thomas croisa le regard de sa fille, et y vit quelque chose qui lui rappela lui-même à son âge. Le moment où l'innocence s'éteignit et où la dureté commença. Kyle fit son choix. Il préféra l'argent à la famille. « À toi. Iront-ils en prison? » « Certains iront en prison. » Thomas il marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « D'autres? Non. » Lucie observa son visage un long moment, car le système ne fonctionne pas toujours. « C'est vrai. Que arrive-t-il aux gens que le système ne peut pas gérer? » Thomas vit sa propre nature impitoyable se refléter dans les yeux de sa fille et ressentit un mélange de fierté et de tristesse. « Parfois, ma chérie, les familles doivent gérer leurs propres problèmes. » Lucie hocha la tête une fois, puis se laissa aller contre ses oreillers. « Je veux rentrer bientôt. »« Bientôt, promit Thomas. Et quand tu rentreras, tout sera différent. »« Mieux. » Alors qu'il rentrait chez lui ce soir-là, le téléphone de Thomas vibra, un SMS de Billy lui parvint. « Colis livré. Les travaux commencent demain. » Le colis contenait tout ce dont il avait besoin. Plan, horaire des gardes, emplacement des caméras de sécurité et renseignements détaillés sur le fonctionnement des maisons sécurisées. Demain, il commencerait l'œuvre de justice que les tribunaux ne pouvaient pas lui fournir. Mais d'abord, il avait une dernière visite à faire. Chapitre 5. Le visage du mal. Thomas trouva le docteur Miguel Torres exactement là où les renseignements de Billy l'avaient prédit. Dans un restaurant chic du centre-ville, en train de dîner avec Jennifer. À travers par la fenêtre, il vit sa femme, avec qui il avait passé 18 ans, rire d'une parole de Torres, la main posée sur la sienne par-dessus la table. Ce spectacle aurait dû le rendre furieux, mais Thomas ne ressentit qu'une froide clarté. Jennifer semblait détendue, heureuse, même 2 semaines seulement après l'agression traumatisante de leur fille. Elle avait échangé sa famille contre un prédateur qui vendait des enfants, et elle semblait parfaitement satisfaite de cet arrangement. Thomas attendit qu'il quitte le restaurant, suivant la Mercedes de Torres à distance prudente. Le médecin vivait dans un quartier huppé, le genre d'endroit où les citoyens concernés s'occupaient de leurs affaires, et où les caméras de sécurité n'étaient que du spectacle. À 2 heures du matin, Thomas entra chez Torres par le garage. Les contacts de Billy lui avaient fourni les codes de sécurité, entre autres. Il se déplaçait dans les pièces obscures comme un fantôme. Sa connaissance des plans de construction, acquise par les ouvriers du bâtiment, lui était précieuse. Torres dormait seul. Jennifer maintenait apparemment le simulacre de séparation pendant que la procédure judiciaire se poursuivait. Thomas resta un long moment près du lit, observant l'homme qui avait orchestré la destruction de sa famille. Torres était plus petit qu'il n'y paraissait au bureau, doux là où Thomas était dur, faible là où Thomas était fort. Cette créature pathétique avait détruit l'innocence de Lucie et transformé Kyle en monstre. Elle avait convaincu Jennifer de trahir sa propre fille. Thomas pressa un chiffon imbibé de chloroforme sur la bouche et le nez de Torres, le maintenant jusqu'à ce qu'il se relâche. Puis il le chargea dans la camionnette de chantier garée dans le garage et le conduisit à un endroit spécial que Billy avait préparé
un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. À son réveil, Torres était enchaîné à une chaise au centre d'une pièce vide. Des projecteurs de chantier pendaient du plafond, projetant des ombres crues qui donnaient à l'ensemble l'allure d'une scène de crime, ce que Thomas pensait être sur le point de devenir. « Monsieur Hartwell » dit Torres d'une voix étonnamment ferme. « C'est très irrégulier. » Tout comme la vente d'enfants, répondit Thomas en s'installant sur une chaise en face de lui. « Parlons de Lucie. Je n'ai aucune idée de ce à quoi vous faites référence. Je suis le pédiatre de Lucie. » Si quelqu'un avait porté des accusations, Thomas avait sorti son téléphone et diffusé une vidéo obtenue par Billy lors de l'enquête fédérale. La voix de Torres était claire tandis qu'il discutait prix et planning avec quelqu'un hors champ. La blonde, la fille de Hartwell. Elle est parfaite, naïve, confiante, isolée. Ses frères avaient déjà accepté l'arrangement. Le visage de Torres pâlit tandis que ses propres paroles résonnaient. C'est sorti du contexte. Ce n'est pas vraiment ce que ça semble être. Thomas se leva et contourna lentement la chaise. Parce qu'on dirait que vous et ma femme avez passé des mois à planifier la destruction de ma fille. On dirait que vous avez transformé mon fils en proxénète. Votre femme est venue me voir. C'est elle qui a suggéré. Suggéré quoi? Le sang-froid de Torres a finalement craqué. Elle a dit que vous étiez violent, que vous la battiez, que vous menaciez les enfants. Elle voulait une protection et que la seule façon pour moi de l'aider était d'avoir un moyen de pression sur vous. Thomas rit. Un bruit de verre brisé. Et vendre Lucie pour qu'elle soit violée devant la caméra était une protection. Ça n'aurait pas dû aller aussi loin. Le plan consistait simplement à prendre des photos pour être sûr de ne pas blesser Jennifer lors du divorce. Mais ensuite, vous avez vu une opportunité de gagner de l'argent. Torres ne dit rien. Mais son silence était une confirmation suffisante. Voilà ce qui va se passer, dit Thomas en retournant à sa chaise. Vous allez tout me dire. Chaque client, chaque victime, chaque collaborateur. Vous allez me donner accès à tous vos dossiers, tous vos enregistrements, toutes vos polices d'assurance. Je ne peux pas faire ça. Ces gens me tueraient, dit doucement Miguel Thomas. Regardez autour de vous. Vous les trouvez plus effrayants que moi. Pendant les 4 heures qui suivirent, Torres parla. Il révéla un réseau qui s'étendait aux forces de l'ordre, à la politique et à la haute société. Des juges qui fermaient les yeux en échange de projections privées. Des politiciens qui recevaient du contenu personnalisé mettant en scène des types d'enfants spécifiques. De riches entrepreneurs qui payaient des prix exorbitants pour un accès exclusif. Le plus choquant étaient les enregistrements que Torres conservait de ses collaborateurs adultes, notamment de nombreuses images de Jennifer et Kyle discutant du profil psychologique de Lucie, de son emploi du temps, de ses vulnérabilités. Elle était si impatiente, murmura Torres, la voix brisée par des heures de confession. Votre femme? Elle me donna des détails que je n'aurais jamais pensé demander. Les plats préférés de Lucie? Ses peurs. Qu'est-ce qui la rendrait complaisante? Thomas sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Le dernier frein qui retenait 18 ans de confiance et d'amour. Jennifer ne l'avait pas seulement trahi. Elle avait activement participé à la planification de la destruction de leur fille avec l'enthousiasme d'une vraie croyante. Une dernière question, dit Thomas. Les autres enfants actuellement dans votre réseau, où sont-ils? Torres lui donna 3 adresses en gémissant. Thomas se leva et se dirigea vers un établi où Billy avait laissé des outils. Merci de ta coopération, Miguel. Tu as été d'une grande aide. Que va-t-il se passer maintenant? Vais-je aller en prison? Thomas prit un marteau et en testa le poids. Non, Miguel, tu ne le feras pas. 20 minutes plus tard, Thomas appela Billy. Le colis était prêt à être jeté. Commençait la phase 2. La phase 2 était déjà en marche. Pendant que Thomas interrogeait Torres, l'équipe de Billy s'était systématiquement attaquée aux planques, sauvant les enfants et récupérant les preuves. Mais ce n'était que le début. La vraie justice allait commencer. Chapitre 6. Sang et jugement. À l'aube, l'équipe de Billy avait extrait les 3 enfants du réseau de Torres et fourni suffisamment de preuves aux autorités fédérales pour démanteler toute l'opération. Mais Thomas ne s'intéressait plus aux victoires juridiques. Il voulait une justice biblique. Jennifer arriva à ce qui était autrefois leur maison familiale à 8 heures du matin, utilisant sa clé comme si de rien n'était. Elle s'attendait probablement à trouver Thomas au travail et la maison vide. Au lieu de cela, elle le trouva assis à la table de la cuisine avec une tasse de café et une tablette affichant les images de sécurité de la maison de Torres. « Thomas, que fais-tu ici? Je croyais que tu séjournais à l'hôtel. » Elle s'arrêta de parler en voyant l'écran de la tablette,
Mais son visage devint blanc en se regardant. Elle et Torres discutaient de l'évaluation psychologique de Lucie du mois précédent. « Assieds-toi, Jennifer, dit Thomas sans lever les yeux. Je peux t'expliquer. Assieds-toi. » Le ton de sa voix, froid, définitif, mortel, la fit obéir instinctivement. Elle l'avait entendu utiliser cette voix avec des sous-traitants qui essayaient de l'arnaquer, avec des concurrents qui menaçaient son entreprise. Elle n'avait jamais été visée par cette voix. « Miguel a disparu, dit-elle prudemment. Je sais que la police pense qu'il a peut-être fui le pays. Il y avait des preuves d'enquête fédérale, de blanchiment d'argent. » Jennifer Thomas la regarda enfin et elle recula devant ce qu'elle vit dans ses yeux. « J'ai des enregistrements de toi en train de planifier l'agression de notre fille. J'ai des relevés financiers montrant les paiements que tu as reçus. J'ai une vidéo de toi en train d'en rire après coup. » La main de Jennifer se porta à sa gorge. « Ce n'est pas. On n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin. C'était censé être juste des photos, juste un truc pour aider au divorce. Aider au divorce en détruisant Lucie. Tu ne comprends pas la pression que je subissais. Tu es tellement autoritaire, tellement exigeant. J'avais besoin de quelque chose pour m'assurer que tu ne puisses pas me prendre les enfants. » Thomas se leva lentement. « Tu avais peur que je te prenne les enfants, alors tu as décidé de faire agresser sexuellement Lucie devant une caméra. Ce n'était pas censé arriver. Miguel avait promis que ce ne serait que des photos, juste des preuves d'un comportement inapproprié dont on pourrait dire qu'il était de ta faute. L'aveu est resté entre eux comme du poison. Jennifer a réalisé trop tard ce qu'elle avait avoué. « Ma faute, » répéta Thomas. « Tu allais prétendre que j'avais abusé de Lucie. Tu es si froid, Thomas, si dur avec les enfants. Les gens l'auraient cru. » Thomas fit le tour de la table vers elle, et Jennifer se renfonça instinctivement dans son fauteuil. « Et Kyle, quelle était son excuse? Kyle avait besoin d'argent pour ses études. Tu as toujours été si radin avec l'argent, tellement contrôlant sur ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas faire. Miguel lui a offert 50 000 $. 50 000 $ pour livrer sa sœur au viol. Ce n'était pas un viol. Miguel a dit qu'ils allaient juste prendre des photos, peut-être des vidéos d'elle en train de se changer. Rien de violent, rien qui puisse vraiment la blesser. » Thomas a attrapé Jennifer par la gorge. Sans la serrer, juste en la maintenant en place pendant qu'il parlait. « Tu as vendu notre fille à un réseau pédophile. Tu as aidé à planifier chaque détail. Tu as accepté de l'argent pour ça. Et quand ça a mal tourné, tu es resté devant cette cabane à essayer de protéger les monstres à sa place. J'essayais de protéger Kyle. Tu protégeais ton investissement. » Thomas l'a lâché et a reculé. Jennifer a halté et s'est frotté la gorge, mais il n'y avait aucune trace. Il était trop maître de lui pour ça. « Voilà ce qui va se passer, » a dit Thomas. « Tu vas disparaître ce soir. Tu vas vider tes comptes en banque, monter dans ta voiture et partir d'ici. Tu ne contacteras plus jamais Lucie, tu ne me contacteras plus jamais, tu ne remettras plus jamais les pieds dans cet état. Tu ne peux pas m'y obliger. Si tu es encore là demain matin, je publierai tous mes enregistrements sur les réseaux sociaux. Ta famille, tes collègues, tes amis, tout le monde saura exactement qui tu es. Comment tu as vendu ta propre fille pour de l'argent. » Le visage de Jennifer se décomposa. « Thomas, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut surmonter ça. On est une famille. On était une famille. Puis tu l'as détruite pour l'argent et la vengeance. Et Kyle, il est toujours mon fils. » L'expression de Thomas n'a pas changé. Kyle a fait son choix. Il a 17 ans. Assez vieux pour comprendre les conséquences de ses actes. Assez vieux pour savoir que vendre sa sœur fait de lui un ennemi. C'est aussi ton fils. Plus maintenant. La finalité dans la voix de Thomas sembla briser quelque chose en Jennifer. Elle se mit à pleurer. Pas les larmes manipulatrices qu'elle avait versées pendant leur mariage, mais les sanglots sincères de quelqu'un qui comprenait enfin l'ampleur de ce qu'elle avait perdu. « Tu ne peux pas nous rayer de ta vie comme ça. Lucie a besoin de sa mère, de son frère. Lucie a besoin de guérir. Elle a besoin de savoir qu'elle est en sécurité. Elle ne peut pas faire ça avec vous deux. » Thomas s'approcha de la fenêtre et regarda le quartier où ils avaient élevé leurs enfants, où Lucie avait joué dans le jardin, où Kyle avait appris à faire du vélo. Tout cela était maintenant contaminé par ce que Jennifer et Kyle avaient fait. « Tu as 12 heures, dit-il sans se retourner. Utilise-les à bon escient. » Après le départ de Jennifer, Thomas resta assis seul dans la maison vide pendant un long moment. En 12 heures, il avait achevé la première étape de sa justice. Torres était mort et éliminé. Le réseau était démantelé. Les autres enfants étaient sains et saufs.
Mais ce n'était que le début. Kyle était toujours en centre de détention pour mineurs, persuadé qu'il pourrait négocier une peine pour échapper aux conséquences. Toujours persuadé que son père finirait par lui pardonner. Kyle était sur le point de comprendre à quel point il avait tort. Chapitre 7. Le dernier traite. Thomas attendit 3 mois avant de rendre visite à Kyle en centre de détention pour mineurs. Assez longtemps pour que le garçon se sente à l'aise et croie que le silence de son père signifiait que le pardon était possible. Assez longtemps pour que Kyle commence à planifier son avenir, supposant probablement qu'il purgerait une peine minimale et reconstruirait ensuite sa relation avec sa famille. Le parloir était stérile et déprimant, avec des chaises en plastique et un éclairage fluorescent qui donnait à tout le monde un air malade. Kyle avait maigri, mais il avait aussi perdu l'air hanté qu'il avait arboré immédiatement après l'incident de la cabane. Il avait maintenant l'air presque prétentieux, comme quelqu'un qui aurait compris comment manipuler le système. « Papa » dit Kyle tandis que Thomas s'asseyait en face de lui. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. J'ai mis du temps à décider ce que je voulais te dire. » Colin s'avança avec empressement. « Je sais que tu es en colère et tu as parfaitement le droit de l'être, mais j'ai besoin que tu comprennes la situation dans laquelle je me trouvais. Maman me bourrait la tête de tout ça à ton sujet, de tes abus et de ton contrôle. Miguel m'a convaincu qu'on protégeait Lucie de toi. » Thomas observa le visage de son fils, son expression sérieuse, sa sincérité éprouvée. Kyle répétait ce discours depuis des mois, probablement avec un avocat commis d'office qu'il avait coaché pour exprimer ses remords et assumer ses responsabilités. « Vas-y, dit Thomas. Le plan n'était jamais de blesser Lucie. Jamais. Miguel promit que ce ne serait que des photos, juste des preuves qu'on pourrait utiliser si tu essayais de nous séparer de maman pendant le divorce. Quand ces autres types sont arrivés, quand ça a dégénéré, j'ai essayé de l'arrêter. C'est pour ça que je t'ai appelé. Tu m'as appelé. » Kyle cligna des yeux, un instant. Perplexe. Quelqu'un l'a fait. J'ai pensé que maman t'avait peut-être appelé ou qu'un voisin avait entendu quelque chose et que Kyle Thomas m'avait interrompu. J'ai reçu cet appel d'un numéro inconnu. Voix déformée électroniquement. Quelqu'un qui savait exactement ce qui se passait et voulait que je le trouve. Kyle perdit ses couleurs lorsqu'il réalisa son erreur. Je n'en sais rien. Bien sûr que toi, tu sais. Tu as tout orchestré. Tu voulais que je retrouve Lucie comme ça. Tu voulais que je la voie se détruire. Tu voulais que je sache que tu étais coupable. Ce n'est pas vrai. Les relevés financiers montrent que tu as reçu des paiements de Torres sur les 8 derniers mois. Pas un seul paiement, Kyle. 8 mois de versements réguliers. Ce n'était pas une décision impulsive influencée par ta mère. Kyle finit par perdre son sang-froid. Tu ne comprends pas la pression que je subissais. Sais-tu ce que c'est que d'être ton fils? Rien n'est jamais assez bien. Rien de ce que je fais n'est bien. Tu as attendu toute ma vie que j'échoue. Alors, tu as décidé de détruire ta sœur au lieu de me prouver ta valeur. J'avais tort. Je voulais te faire du mal comme tu m'as fait du mal. Chaque jour, avec tes critiques, tes exigences incroyablement élevées et ta déception constante. Voilà, la vérité que Thomas soupçonnait, mais qu'il espérait avoir tort. Qu'elle n'avait pas été manipulé ni mis sous pression. Il était motivé par la pure malice, par le désir d'infliger le plus de dommages possible à son père par l'intermédiaire de la seule personne que Thomas aimait inconditionnellement. « Combien t'ont-ils payé pour passer cet appel ?» demanda Thomas doucement. Kyle le fixa un long moment, puis rit. Un rire amer, dénué de chaleur. 50 000 pour la livraison. 25 autres pour la représentation à ton arrivée. Il voulait que tu vois tout. Il voulait que tu saches que ta parfaite petite princesse avait été ruinée. Et tu étais heureuse de fournir ce service. Je voulais que tu souffres comme tu m'as fait souffrir. Thomas hocha lentement la tête. Je vois. Alors, que se passe-t-il maintenant? Tu me fais la leçon sur la responsabilité. Tu as menacé de me couper les vivres. Tu l'as déjà fait. Tu as déjà clairement fait comprendre que Lucie est à mon préféré. Que je ne serai jamais à la hauteur de tes attentes. Dit Kyle Thomas en se levant. Je veux que tu écoutes très attentivement ce que je vais te dire. Je t'écoute. Tu n'es plus mon fils. Tu n'es plus le frère de Lucie. Tu ne fais plus partie de notre famille, d'aucune façon. L'expression arrogante de Kyle s'estompa. Papa, quand tu auras 18 ans dans 3 mois, tu seras transféré en prison pour adulte. Tu purgeras la totalité de ta peine sans mon aide, sans avocat, sans appel, sans argent de cantine. Rien. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Quand tu sortiras, si tu sors, tu seras complètement seul. Sans liens familiaux, sans soutien financier, sans seconde chance. Kyle se leva, le visage rouge de rouge.
Je suis ton fils. Tu ne peux pas me jeter comme ça. Tu t'es jeté toi-même en vendant Lucy. Tu as cessé d'être mon fils au moment où tu as pris de l'argent pour la détruire. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde mérite le pardon. Thomas regarda son ancien fils pour la dernière fois. Mémorisez le visage pour le reconnaître si Kyle essayait de contacter Lucy à l'avenir. Certaines erreurs ne pardonnent pas. Kyle, certaines trahisons sont permanentes. Et maman? Elle aussi était impliquée. Ta mère est partie. Elle ne reviendra pas. Partie où? Thomas ne répondit pas. Il se tourna simplement et se dirigea vers la sortie, laissant Kyle seul au parloir. Derrière lui, il entendit son ancien fils hurler des menaces, des promesses, des supplications désespérées pour une nouvelle chance. Thomas ne regarda jamais en arrière. Chapitre 8. Nouvelle fondation. 6 mois plus tard, Thomas vendit la maison familiale et emménagea avec Lucy dans un ranch à 2 heures de la ville. La nouvelle maison était plus petite, mais entourée de 16 hectares d'intimité, avec une vue dégagée dans toutes les directions et des mesures de sécurité qui feraient la fierté d'un millionnaire paranoïaque. Lucy avait recommencé à parler après des mois de silence. Mais elle était différente maintenant, plus dure, plus observatrice, moins confiante. Elle avait hérité de son père la capacité de lire les gens, de déceler les tromperies et les faiblesses. Le traumatisme l'avait vieillie d'une manière qui brisait le cœur de Thomas, mais il l'avait aussi rendue plus forte. Des nouvelles de Kyle? Demanda-t-elle un soir, assis sur la véranda à regarder le coucher du soleil. Il sera transféré en prison pour adultes le mois prochain, répondit Thomas. Après, il sera seul. Bien. La voix de Lucy était neutre, dépourvue de la chaleur qu'elle manifestait autrefois lorsqu'elle parlait de son frère. Et maman? Thomas redoutait cette question depuis des mois. Ta mère a quitté l'État. Elle ne reviendra pas. L'as-tu tuée? La question brutale flottait entre eux dans l'air du soir. Lucy observa attentivement le visage de son père, et Thomas vit sa propre nature calculatrice se refléter dans ses yeux. Cela te dérangerait-il si je l'avais fait? Lucy réfléchit un long moment. Elle a aidé à planifier ce qui m'est arrivé. Elle a accepté de l'argent en échange. Elle est restée devant cette cabane à essayer de les protéger, à ma place. C'est vrai. Alors non, ça ne me dérangerait pas. Thomas ressentit un mélange de fierté et de tristesse face à la réponse de sa fille. Elle avait appris la leçon la plus importante qu'il pouvait lui enseigner. Que la famille se définissait par la loyauté, pas par le sang, et que certaines trahisons étaient impardonnables. Ta mère est vivante, dit-il finalement. Mais elle n'est plus de notre famille. Comme Kyle, comme Kyle. Ils restèrent assis un moment dans un silence confortable, regardant le ciel se teinter de violet et d'or. Au loin, Thomas distinguait les lumières du nouveau système de sécurité qu'il avait installé. Détecteurs de mouvement, caméras et autres dispositifs pour s'assurer qu'il ne soit plus jamais surpris. Papa, dit finalement Lucy, ouais, je veux apprendre à tirer. Sourit Thomas, le premier sourire sincère qu'il avait ressenti depuis des mois. Je pense que c'est une bonne idée, et je veux apprendre à repérer les menteurs. Je peux t'apprendre ça aussi. Et je veux comprendre comment tu as trouvé ces hommes, comment tu les as fait payer pour ce qu'ils ont fait. Thomas se tourna vers sa fille. Vraiment, regarde-la. Elle avait 17 ans maintenant, mais son regard possédait une profondeur que la plupart des adultes n'atteignent jamais. Le traumatisme avait consumé son innocence, mais il avait aussi révélé l'acier qui se cachait en elle. C'est une conversation plus longue, dit-il prudemment. J'ai le temps. Certaines connaissances s'accompagnent de responsabilités, Lucy. Une fois qu'on sait certaines choses, on ne peut plus les ignorer. Je sais déjà de quoi les gens sont capables. Je l'ai vu de mes propres yeux. Thomas hocha lentement la tête. Dans ce cas, on commence demain. Au cours des mois suivants, Thomas enseigna à Lucy tout ce qu'il avait appris sur la justice, sur la protection de ce qui comptait, sur la différence entre le légal et le juste. Il lui montra comment rechercher des cibles, recueillir des renseignements, planifier des opérations sans laisser de traces. Elle apprenait vite, trop vite. Parfois, ses questions devenaient plus sophistiquées, ses suggestions plus impitoyables. Lorsqu'elle l'interrogeait sur les explosifs, le matériel de surveillance, les moyens de faire disparaître des gens définitivement, Thomas réalisa qu'il brandissait une arme. Mais après ce qu'elle avait enduré, après ce que leur famille avait survécu, c'était peut-être exactement ce dont le monde avait besoin. Chapitre 9. L'héritage d'acier. 2 ans après l'incident de la cabane, Thomas reçut un appel téléphonique qui changea tout. L'inspectrice Martinez, désormais amie proche et consultante occasionnelle pour les affaires exigeant discrétion, avait des nouvelles troublantes. Kyle a été libéré, dit-elle sans préambule.
Une libération conditionnelle anticipée pour bonne conduite. Thomas sentit ce froid familier s'installer dans sa poitrine. Où est-il? C'est bien là le problème. Il a violé ses conditions de libération conditionnelle en moins de 24 heures. Il a complètement disparu. Mais Tom, nous avons trouvé des preuves qu'il a été en contact avec des personnes très dangereuses. Quel genre de personnes? Le genre de personnes spécialisées dans la vengeance à gages. Le genre de personnes qui savent que vous êtes responsable du démantèlement du réseau de Torres. Ce soir-là, Thomas a convoqué une réunion de famille, désormais composée uniquement de lui et de Lucy. À 19 ans, elle était devenue une jeune femme formidable qui partageait son temps entre ses études de justice pénale et ce qu'elle appelait par euphémisme des projets de recherche pour le cabinet de conseil de son père. Kyle est sorti, a simplement dit Thomas. Lucy a levé les yeux des rapports de surveillance qu'elle examinait. Combien de temps avant qu'il ne passe à l'action? On ne sait pas, mais nous devons supposer qu'il viendra. Bien, a dit Lucy, et Thomas aperçut sa propre cruauté dans sa voix. J'attends cette conversation depuis 2 ans. Ils ont passé les 3 heures suivantes à planifier. Lucy avait des idées qui ont impressionné même Thomas par leur rigueur et leur brutalité. Elle pensait à Kyle depuis longtemps, en train de réfléchir. Il va essayer de m'atteindre en premier, dit-elle en étalant des plans sur la table de la cuisine. Il sait que c'est la façon de te faire le plus de mal, c'est pourquoi tu ne seras pas disponible pour la cible. Lucy sourit, une expression qui aurait terrifié son ancienne mère et son ancien frère. Oh, je serai disponible, mais ce sera un piège. Le piège était élégant dans sa simplicité. Lucy s'inscrivit à des cours du soir au collège communautaire, établissant une routine prévisible que Kyle pouvait observer et planifier. Mais ce que Kyle ignorait, c'est que Lucy s'entraînait avec Billy ROR depuis 18 mois, apprenant tout ce qu'un ancien agent des forces spéciales pouvait enseigner sur le combat rapproché, le maniement des armes et la guerre psychologique. La salle de classe où Lucy suivait son prétendu cours de comptabilité était en réalité une boîte à mort soigneusement construite, avec plusieurs issues de secours, des armes dissimulées et un équipement de surveillance qui enregistrerait tout à des fins légales. Kyle mordit à l'hameçon 3 semaines plus tard. Il attendit que Lucy rejoigne sa voiture après les cours, prévoyant probablement de l'arrêter sur le parking où il y avait peu de témoins. Mais alors qu'il s'approchait par derrière, Lucy pivota avec une grâce fluide et lui mit un couteau sous la gorge avant qu'il ne puisse réagir. « Bonjour, mon frère, dit-elle doucement. Kyle se figea, les yeux écarquillés en réalisant le piège dans lequel il était tombé. Autour du parking, les hommes de Thomas sortirent de leur cachette. Billy ROR et 3 de ses associés, tous armés et positionnés pour empêcher toute fuite. « Lucy, murmura Kyle. Tu ne comprends pas. J'ai changé. Je veux arranger les choses. » Vraiment? Lucy enfonça le couteau un peu plus profondément, dessinant une fine ligne de sang. C'est pour ça que tu as surveillé notre maison la semaine dernière? C'est pour ça que tu as posé des questions sur les associés de papa? Je voulais juste te parler. Tu voulais terminer ce que tu avais commencé au chalet. Thomas sortit de l'ombre, le visage impassible, regardant celui qui était autrefois son fils. Kyle avait 20 ans maintenant, mais la prison l'avait rendu plus dur, plus désespéré. Une sauvagerie dans son regard suggérait qu'il avait appris de nouvelles formes de violence pendant son incarcération. « Kyle, dit simplement Thomas, papa. » La voix de Kyle était ferme malgré le couteau sur sa gorge. « Je sais que tu me détestes. Je sais que tu vas probablement me tuer. Mais avant, je veux que tu saches quelque chose. Je t'écoute. Ça en valait la peine. Détruire Lucy, détruire notre famille, te voir souffrir, tout cela en valait la peine. Car pour la première fois de ma vie, j'avais du pouvoir sur toi. » Lucy leva les yeux vers son père, et Thomas vit la question dans ses yeux. Il hocha la tête. La main de Lucy se déplaça avec une précision chirurgicale, la lame glissant entre les côtes de Kyle et dans son cœur. Il était mort avant même de toucher le sol, le visage figé dans une expression de surprise. « Bien joué, dit Thomas, sincère. » L'équipe de Billy s'est empressée de nettoyer la scène tandis que Thomas et Lucy se tenaient près du corps de Kyle. Il n'y avait ni chagrin, ni regret, ni sentiment de perte. Kyle avait cessé de faire partie de la famille dès l'instant où il avait préféré l'argent à la loyauté. C'était simplement l'accomplissement d'une justice trop longtemps retardée. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Lucy. « Maintenant, on rentre, » répondit Thomas. « Et on continue le travail. » Ce travail était une entreprise de conseil en pleine expansion, spécialisée dans les problèmes que le système judiciaire ne pouvait pas gérer.
Des familles abandonnées par les tribunaux et les forces de l'ordre venaient voir Thomas et Lucie pour leur situation désespérée. Et l'équipe père-fille apportait des solutions durables. Ils étaient sélectifs, ne prenant en charge que les cas où les preuves étaient accablantes et où l'enjeu était une question de vie ou de mort. Mais dans un monde où les monstres se cachaient derrière des subtilités juridiques et des protections constitutionnelles, Thomas et Lucie Hartwell apportaient quelque chose de précieux. Une justice absolue. En rentrant chez eux ce soir-là, Lucie posa la question qui la trottait dans la tête depuis des mois. « Est-ce que tu regrettes parfois la façon dont on a traité maman ?» Thomas réfléchit attentivement. Ta mère a fait son choix en décidant de te vendre pour de l'argent. Tout ce qui s'est passé ensuite n'était que conséquence. Mais le regrettes-tu? Non, dit simplement Thomas. Certaines personnes ne peuvent être rachetées, Lucie. Certaines personnes choisissent d'être des monstres. Quand cela arrive, la seule question est de savoir si tu es assez forte pour faire ce qui doit être fait. Lucie hocha la tête, satisfaite de la réponse. Elle avait appris la leçon la plus importante que Thomas pouvait lui enseigner. Que la force sans pitié était le seul moyen de protéger ce qui comptait. Dans le rétroviseur, les lumières de la ville s'éteignaient derrière eux. Quelque part, d'autres familles faisaient face à des choix impossibles. D'autres enfants avaient besoin de protection contre des prédateurs que le système ne pouvait pas atteindre. Thomas et Lucie Hartwell seraient prêts à les accueillir. Après tout, la justice était une affaire de famille. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai.